Salut tout le monde, bienvenue sur Nexus. Il n'est pas aisé de tenir moralement dans une société décadente comme on peut avoir aujourd'hui. Les partis politiques changent, mais la situation ne s'améliore pas. Hmm. Donc, j'ouvre mon micro à un psychologue aujourd'hui qui vient de sortir le très petit guide de survie à la guerre psychologique. Il va nous en parler. Il est psychologue diplômé d'État. On est avec Yann Charrier. On va voir des éléments qui peuvent être parfois choquants, et c'est pas le but aujourd'hui. On veut aussi donner de l'espoir. On va montrer des portes de sortie de comment est-ce qu'on pourrait améliorer à la fois l'éducation ou aussi comment est-ce qu'on pourrait mais tout simplement réformer le monde politique pour que l'être humain puisse être plus actif. Yann Charrier, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Romain, merci beaucoup de me recevoir. C'est un plaisir. Alors, première question, comment t'en es venu à faire ça? Et tu me disais, on a parfois donné la parole à des psychologues pendant les dernières crises, mais finalement, peu sont allés sur le côté ingénierie sociale. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la plupart des gens connaissent la psychologie clinique, c'est-à-dire comment soigner une personne. Mais il n'y a pas une psychologie, il y a des psychologies. La psychologie comportementale, la psychologie sociale, la psychologie culturelle, transculturelle, interculturelle, la psychologie des organisations. Moi, je suis diplômé en psychologie du travail et des organisations, c'est-à-dire comment est-ce que l'organisation dans laquelle tu es, par exemple à Nexus, tu as une certaine forme d'organisation, va influencer ton esprit, alors que si tu travaillais au Figaro, eh bien, ça influencerait ton esprit autrement. Donc ça, c'est notre dada, si je peux dire. Et donc, comment j'en suis venu là c'est-à-dire que en 2020, j'ai eu la chance de déménager dans un petit appartement pas loin d'une école primaire, juste en face en fait, et j'ai vu ces enfants aller et venir masqués. Et ça m'a rappelé un vieux truc. Donc, je suis allé chercher et ce que j'ai trouvé m'a empêché de dormir pendant des jours et des jours. C'est-à-dire que ce que j'ai fini par faire, j'ai commencé à lancer l'alerte, mais ça ne prenait pas. Donc, ce que j'ai fini par faire, c'est de faire bêtement de la traduction, c'est-à-dire traduire les situations dans lesquelles nous étions en mots et concepts psychologiques pour mieux la comprendre. Et une fois que j'ai fait ça, on a fini par tout organiser et on s'aperçoit que les règles sanitaires, les protocoles et ce qu'on a vécu, même si ça n'avait pas ou très peu de sens au niveau médical, ça avait beaucoup de sens en psychologie. Et donc, après avoir fait trois, quatre interventions avec des médias indépendants, que je remercie d'ailleurs parce que franchement, il faut du courage, j'ai fini par écrire ce tout petit guide de survie à la guerre psychologique parce que la plupart des gens ne connaissent pas les techniques qui ont été utilisées. Alors, est-ce Est-ce que que tu peux ça, nous en parler? Quelles sont les techniques? Je t'écoute attentivement là-dessus parce que c'est un sujet qu'on connaît peu et tu donnes des clés qui sont extrêmement fascinantes, notamment, mais des fois ça part de rien. Des fois ça part juste de si on n'arrive plus à se donner de l'amour en société, ben derrière on va trouver des boucs émissaires, on va se monter les uns contre les autres, ça part de très loin. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'influence de ton groupe et de l'organisation du groupe sur ton esprit. Donc, dans ce petit guide, il y a plusieurs parties. Il y a une grosse partie sur les protocoles où on parle de l'origine des protocoles, une partie sur les méthodes de manipulation psychologique dites classiques et une partie sur les nouvelles méthodes de manipulation comportementale dites de nudge. Donc, au niveau du bouc émissaire, comment ça marche? Tu fais partie d'un groupe humain. Mettons un groupe de copains à l'école ou un groupe au travail, que tu les aimes ou que tu ne les aimes pas, c'est ton groupe de référence. Si dans ton groupe, tu vas te donner des preuves d'affection, voire d'amitié ou de respect, tu te serres la main, tu te dis bonjour, des fois tu te fais un gros câlin avec ton vieux pote, le gros Roger, et ça fait plaisir, ça fait du bien. Mais si tu enlèves ces aspects positifs de la relation humaine dans le groupe, indépendamment de toi, doit quand même survivre. Parce que faire partie d'un groupe pour un esprit humain, c'est vital. Même si on n'a pas besoin pour survivre dans la vie d'aujourd'hui, on peut aller au supermarché tout seul, c'est vital pour notre esprit. Donc si le groupe ne tient pas sur des gratifications positives, il va se transformer dans sa dynamique et il va adopter une autre façon de fonctionner sur la colère, le rejet, la haine de l'autre. Et c'est comme ça qu'on va créer le bouc émissaire. Aujourd'hui, dans l'éducation nationale, on a entendu beaucoup parler d'explosion du harcèlement. Mais ça, pour moi, c'est moi qui le dis, c'est le résultat d'une forme d'ingénierie sociale qui a empêché à nos enfants de se montrer, de se donner des preuves d'affection, de respect, etc.
Et donc, le groupe, pour survivre, va choisir un individu un petit peu au hasard. Hein. Ça peut être toi, demain, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, sur lequel il va jeter sa haine et sa colère. C'est un ennemi commun. Hein. Avoir un ennemi commun, ça soude. C'est pour ça aussi que dans l'histoire des gouvernements, il y a de nombreux gouvernements qui utilisent les guerres pour souder le pays derrière le président, hein, si ça te rappelle quelque chose. C'est la même dynamique. Soit l'amour, soit la haine, mais tu dois choisir un des deux pour survivre. Jusqu'où ça va, l'ingénierie sociale? Toi, tu m'en parlais notamment au téléphone la dernière fois quand Mm. on s'était eu hors micro. Ça va extrêmement loin et tu dis on n'est même pas prêt pour ce qui arrive, on n'arrive même pas à anticiper. Souvent, dans les médias libres, toi, tu trouves que les psychologues ne vont pas assez loin, quoi. Oui, en effet, déjà la durée des émissions, tout ça, et puis on fait ce qu'on peut. Ça, c'est une chose. Toi, tu fais ce que tu peux, moi aussi. L'ingénierie sociale, pour moi, c'est dans l'organisation de l'État. Par exemple, la Sécu est un outil d'ingénierie sociale. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Ça ne veut pas dire que c'est bon non plus. La CAF, la Caisse d'allocation familiale, est un outil d'ingénierie sociale. L'école, on l'a créée. Donc, l'ingénierie, ça veut dire quoi? Ça veut dire créer des outils sociaux de société pour organiser la société. Par exemple, la caisse d'allocation familiale, moi, je trouve ça super. J'ai déjà été allocataire, t'as pas une thune, tu passes par un moment difficile, t'as perdu ton boulot, t'as un enfant, 2, 3, on va pas te laisser crever. Et ça, je trouve ça super. Mais en même temps, il y a des effets pervers. Dans la plupart des formes d'organisation, il y a des effets pervers. Par exemple, un des effets pervers de la caisse d'allocation familiale, c'est que ça a tendance à détruire le lien social. Parce que le lien social, en vrai, qu'est-ce que c'est? C'est pas un ministère. Le lien social, c'est demain je suis dans la merde, j'appelle mon copain Romain, est-ce que tu peux amener mes enfants à l'école? Est-ce que tu peux me prêter 10 balles? Ou ma famille me soutient, mes voisins. Et tu verras dans des pays où il n'y a pas la CAF, les gens ont tendance à plus s'entraider. Alors que moi, je suis bénéficiaire de la CAF. Ok, c'est pas la fête, je roule pas sur l'or, mais j'ai 1000 balles par mois, je n'ai pas besoin de mon voisin. Donc, ça détruit aussi le lien social. Donc, dans toute forme d'organisation, il y a des effets pervers. Il faut savoir les gérer, il faut savoir les anticiper. Mais dans les nouvelles formes d'ingénierie sociale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi, ou même surtout des fois, se servir des effets pervers pour arriver à nos fins. C'est intéressant ça, parce qu'on ne peut pas savoir effectivement si la CAF a vraiment là été, avait pour but d'être de l'ingénierie sociale. Bon, quand on voit les institutions publiques en général, on peut avoir un début de réponse sur la question, mais en tout cas, la finalité, c'est que ça a cassé le lien d'aller voir son voisin et on va plutôt demander à l'État. C'est fascinant que tu nous racontes ça. Tout à fait. Mais tous les ministères, quand je crée un nouveau ministère, c'est de l'ingénierie sociale. Enfin, pour moi, tout est ingénierie sociale dans une société, à part peut-être les actions citoyennes. Ça ne veut pas dire que c'est mal l'ingénierie sociale. Hein. Ça dépend ce que tu en fais. C'est comme un marteau. Je peux t'aider à construire ta maison ou je peux te taper sur la gueule. C'est juste un outil. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on accepte et vers où on va? Ça, en tant que citoyen, souvent, ça nous est caché. Par exemple, l'éducation nationale. Ah, super outil. Il y a des écoles partout en France. Quasiment tous les enfants savent lire maintenant. Et ça, c'est très chouette. Mais il y a également des effets pervers. Et sur ça, il est nécessaire de travailler. Et c'est le travail, notamment, d'un psychologue du travail et des organisations. Mais, question que je te pose, Romain, est-ce que tu as déjà vu un psychologue du travail et des organisations à la télé, même pendant les grandes crises de suicide chez Orange? Non, jamais. Tout, Hein, voilà, c'est pas pour rien. c'est intéressant et c'est fascinant parce que tu dis que l'ingénierie sociale est un outil et que finalement, en fait, là, ça, du coup, ce qui peut être dommageable, parce que même si c'est un outil neutre, comme tu dis, l'ingénierie sociale, il faudrait que ce soit entre de bonnes mains. Donc aujourd'hui, on en doute, et du coup, que ce soit transparent. C'est-à-dire, on va faire de l'ingénierie sociale en société, mais on va la faire tous ensemble. Dans quel sens on veut aller dans la société? Ouais. Exactement. Tu pourrais dire demain, alors, je sais pas, on fait un RIC, par exemple, ou un grand sondage. Qu'est-ce que vous voulez pour l'école? Alors peut-être que les parents voudraient plus de méthodes Montessori. Pourquoi pas? On l'intègre à l'éducation nationale et ça serait une forme d'ingénierie sociale positive. Alors bien sûr, ça poserait d'autres problèmes. Il faudrait s'en occuper. Mais ce n'est pas nous qui avons la main. Là, par exemple, c'est le ministre de l'Éducation, Madame Elisabeth Borne en l'occurrence maintenant, mais ça pourrait être n'importe quel autre, puisqu'elle n'y connaît rien. Franchement, tu mets Gabriel Attal, par exemple, le ministre de l'Éducation,
Qu'est-ce qu'il va faire? Lui, pendant la période post-Covid, on va dire, il a fait passer des lois qu'il n'a pas inventées. C'est pas lui qui a inventé ça, c'est pas vrai. Il n'a pas les compétences pour faire ça. Ils ont créé, notamment dans les collèges et les lycées, des classes par option. C'est-à-dire qu'en fonction des options que tu choisis, tu vas changer de classe. Ça, par exemple, c'est extrêmement déstabilisant pour les enfants. Un enfant, un ado, a besoin d'un groupe de référence. Hein. Moi, à mon époque, tu avais des groupes plus ou moins qui s'identifiaient, par exemple, à la musique. Le groupe des rappeurs, le groupe des skateurs, le groupe de ceux qui écoutent du hard rock. Bon, voilà. Et ça, c'est ton groupe de référence. C'est très important parce que quand tu sors de la cellule familiale, tu as besoin d'un groupe de référence pour t'identifier, pour devenir toi. En faisant ça, on a cassé ces groupes de référence. Et donc ça démolit les enfants. Ce sont des techniques, on va dire, de déstabilisation qui vont permettre de déstabiliser vraiment la création de la personnalité de l'enfant. Ça, c'est aussi de l'ingénierie sociale. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut mettre dans la tête de nos enfants, dans l'éducation nationale, dans la CAF, dans la Sécu? Par exemple, à l'hôpital, on en a beaucoup parlé ces dernières années, pardon, quand tu passes de l'ancienne méthode, c'est-à-dire il y a tant de personnes pour cet hôpital, donc cet hôpital a tant de budget, à la tarification à l'acte, c'est un mouvement d'ingénierie sociale, c'est un move, et ça va avoir des conséquences graves et importantes sur la population, sur la gestion de l'hôpital, et donc sur le personnel, etc., etc. Et donc, grâce à cette petite utilisation de méthodes d'ingénierie sociale, on va avoir des conséquences sur les comptages Covid, etc. Et donc, on va pouvoir créer des couvre-feux, des confinements. Pour moi, tout ça, c'est de l'ingénierie sociale. Alors, on va passer la seconde dans cet entretien. C'était passionnant de parler de ça et je m'attendais pas à ce que, justement, mais l'ingénierie sociale, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on se fait déposséder finalement des outils politiques. Passons la seconde là-dedans. Dans ton très petit guide de survie à la guerre psychologique, tu vas très très loin. Et donc, on va montrer des images qui peuvent aussi être choquantes en rappelant notamment les images de pas pour les enfants. Voilà, donc je préviens juste avant qu'on les passe, il y aura des images qui se voient, il n'y a pas de souci. Mais voilà, par quoi tu veux commencer? Tu as découpé en 4 phases, je crois, où tu montres l'évolution justement de ces dérives totalitaires, comment tu appelles ça? Alors, à la base, ce sont des recherches en psychologie comportementale qui ont commencé en 1951 sous la direction du docteur Donald Hebb, qui était un éminent psychologue à l'époque. Et donc lui, il va travailler à l'université McGill au Québec sur l'isolation sensorielle, hein, comme on voit dans les films américains. Tu sais, dans la grande cuve où tu flottes, c'est super classe. Bon, en vrai, ça ne fonctionne pas comme ça dans les laboratoires de psychologie. Et donc, il va travailler là-dessus et il va se rendre compte que c'est très mauvais pour l'esprit humain. Mais ça prend un petit peu de temps, tu vois, pour qu'ils comprennent qu'est-ce que ça fait, comment ça marche. Donc, si tu veux envoyer peut-être la première diapo, comme ça, les gens ont une image et ils voient un petit peu de quoi on parle. Alors, je l'avais à l'envers, phase 4, 3, 2, 1. Est-ce que tu peux 4, 3, 2, 1? Ouais, c'est très bien. Phase 4, ouais, on commence par le phase 4. Allez, donc là, par exemple, le sujet est en isolation totale. Ça veut dire qu'on va couper tout tes sens. Tu n'as plus accès à l'extérieur, au monde extérieur. Tu n'as plus qu'accès à ce qui se passe dans ta tête. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Le mec a les oreilles bouchées, les yeux bandés, les mains capitonnées, il peut plus se toucher lui-même, il porte des chaussures et il ne veut pas bouger. Donc il n'a pas vraiment plus de sensation de son corps. Et pour l'obliger à rester, il est ligoté. Vraiment parce que, en fait, en vrai, tu ne tiens pas 2 heures. D'accord? Le record de ce que dit Donald Hebb, c'est des sujets ont réussi à tenir 24 heures. Après, ils commencent à hurler pour qu'on leur sorte de là. Parce que dans ces conditions, tu vas être confronté à tes projections psychologiques inconscientes. Si tu veux, en gros, tu es face à tes démons dans le noir, tout seul, et tu vas devenir fou très, très vite. Donc, il y a eu... Ça, c'est légal pour ceux qui connaissent, comme moi, un petit peu, je ne connais pas très bien les expérimentations psychologiques. Là, c'est légal de dire, on va faire une expérience, voilà, on va vous attacher, vous ligoter, vous mettre dans une boîte. Alors, ça peut être légal.
Après, la psychologie, normalement, les expériences psychologiques sont cadrées par de la déontologie et de l'éthique. C'est-à-dire que ça, normalement, on n'est pas trop censé faire ça, si tu veux. Mais si le sujet est volontaire, par exemple, si je te paye 100 balles par jour ou 100 balles pour l'expérience, tu signes un papier et quand tu dis stop, ça s'arrête. Ça, c'est légal. Tu dis stop, ça s'arrête. Pas de problème. Après, les expériences qui ont suivi, si tu veux, il y a un docteur qui a repris, une fois que ces expériences ont été terminées, c'est un docteur qui a repris ces expériences, le docteur très bien connu, l'horrible docteur Cameron, qui lui récupérait des sujets qui n'étaient pas volontaires. Et ça, c'est illégal. C'est illégal et ça a été caché pendant de nombreuses années. C'était un Américain, ce Cameron, c'est un Américain? C'est un Américain. Tout à fait. Souvent, on nous montre le méchant savant fou russe ou nazi dans la culture, mais par contre, le méchant savant fou américain, et non, faut aussi le voir. Bien sûr, parce qu'il y a de nombreuses expériences qui ont été faites, notamment aux États-Unis, mais pas que, sur l'esprit humain. Alors, des expériences très bien, comme tout à l'heure, je te parlais de, bon, ça c'était français, l'effet Pygmalion, l'effet Rosenthal. Là, il n'y a aucun problème. Au contraire, dans la recherche-action, c'est censé prouver quelque chose en théorie et en même temps te faire du bien. Ça, c'est très intéressant. Notamment, je renvoie à... Bon, en fait, il y en a plein. Je ne vais pas te renvoyer à un seul psychologue. Pardon. Mais ce genre d'expérience, normalement, devrait être interdite. Et c'est pour ça qu'elles ont été camouflées et passées sous des projets top secrets, genre MKUltra, par exemple, qui est, lui, bien connu. Ok, alors allons-y parce qu'on on est déjà à la moitié de l'entretien. Il y a plein de choses. Allez, on va passer très vite. Donc ça, c'est la phase 4. Tu voulais encore nous parler de... Donc du coup, tu nous le disais, parce que je t'ai arrêté pour bien comprendre de quoi ça parlait. Mais donc là, effectivement, tu nous dis, au bout de 2 heures, le gars est face à tous ces démons, tous ces troubles psychologiques, et il explose, il hurle, il veut sortir, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Et il y a plein d'autres méthodes qui ont été utilisées, des scaphandriers, ils ont essayé plein de trucs. Mais ça, c'est un truc qui marche bien. D'ailleurs, cette photo, elle sort du manuel de torture américain qui s'appelle, je sais plus là, j'ai plus le nom sur la langue, qui date des années 70. Mais si tu veux passer à la diapo suivante, on va dérouler très vite parce que c'est pas la peine de s'analyser là-dessus. Et donc, on voit là, à partir de 2001 aux États-Unis, à la prison militaire de Guantanamo, suite au Patriot Act, donc qui réautorise la torture dans les prisons militaires, on voit que ces méthodes sont réutilisées, mais de façon beaucoup plus facile. On prend un prisonnier, on le menotte, parce que sinon il se laisse pas faire. On lui bouche les yeux, on lui bouche les oreilles, on lui met un masque et on lui met des mitaines. Donc il peut pas se toucher, il est en situation d'isolation sensorielle. Et en plus, là, on le met dans une position qui est douloureuse, parce que quand même, on est dans une prison où on pratique la torture. Mais si tu veux continuer, on va redescendre en phase 2, c'est-à-dire... D'être sur les genoux comme ça, pendant combien de temps il reste sur les genoux comme ça, on sait ou pas? Parce que là, c'est une photo de Amnesty International, hein, c'est pas de l'IA qui génère ça. Non, tout à fait. Ça, on te fait rester tant qu'on veut te torturer, 1 heure, 2 heures, 4 heures, 8 heures, 18 heures, j'en sais rien, c'est une prison où on te torture. Quand on te torture, c'est pas toi qui décide combien de temps ça va durer. Et on va voir que... Guantanamo, qui est une prison pour les plus jeunes, peut-être qui nous écoutent, qui découvrent ça, c'est atroce. Guantanamo, c'est une prison qui a été gardée de l'Amérique à Cuba, quand la révolution cubaine est arrivée avec Castro, Che Guevara. Le gouvernement américain a gardé, toutes les institutions américaines sont parties de Cuba, mais par contre, ils ont gardé cette prison. Ils ont un petit territoire américain sur l'île qui est à 1000 km au sud de la Floride. Enfin, c'est un cas très intéressant politiquement, Guantanamo. Et là, les prisonniers n'ont plus aucun droit légaux. Ce ne sont plus des citoyens, c'est plus rien, c'est juste, ils sont là pour se faire torturer. Mais si tu veux passer à la phase suivante, on va redescendre sur des trucs moins violents. Donc, alors là, c'est une reconstitution réalisée par Amnesty International. C'est juste, je mets ça pour montrer que oui, c'est vrai, ça existe. Il y a des institutions et des ONG qui sont préoccupées. Là, on voit sur cette reconstitution, ils n'ont pas des menottes pour tout le monde parce qu'ils sont petit budget, mais ils ont un masque en papier, ils sont isolés physiquement et on leur bouche la vue. Voilà, tout simplement. Et ça suffit à torturer un être humain. Il faut comprendre ça. Quand tu mets... mais si tu veux continuer, redescendre à la phase 1, qui est peut-être... Non, je t'écoute. Ah, mais vas-y, je t'en prie, on peut parler en envoyant le diapo, il n'y a aucun problème. La phase 1, qui est la plus connue, cette photo est très connue, tu la trouves facilement sur Internet, s'appelle la torture au masque.
C'est-à-dire qu'on va prendre le sujet, bon là en l'occurrence un prisonnier, on va l'asseoir dans une position inconfortable. Si tu veux t'asseoir comme ça pendant 1 heure, tu vas voir, c'est pas bon pour le dos. Et on lui met juste un masque en papier chirurgical et c'est tout. Hein. Isolation, distanciation sociale, masque chirurgical, ça, c'est une méthode de torture. Une méthode de torture psychologique. Ok ? La torture, c'est pas juste taper sur quelqu'un ou lui arracher les dents. La torture psychologique, c'est quelque chose qui existe. Il y a eu de nombreuses recherches pendant des années. C'est pour de vrai. Voilà. Et peut-être que ça commence à vous parler et à vous rappeler quelque chose. Donc, Tu veux dire qu'on nous met dans ces situations-là, pareil, quand on nous met un masque en 2021? ce que je veux dire, c'est que si tu passes à la photo d'après, je sais pas si tu as la photo dite voilà, d'une école, de quoi on s'aperçoit, c'est que la procédure, c'est un masque chirurgical ou en tissu, ça ne change pas grand-chose, une distanciation sociale et pas de menottes. Alors, comme il n'y a pas de menottes, tu te dis que ce n'est pas de la torture. Mais là, tu risques de te tromper parce que la méthode de coercition est psychologique. Pour faire simple, il n'y a pas de menottes physiques, les menottes sont psychologiques. C'est la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, les punitions, les menaces et l'exclusion du groupe, ce qui est extrêmement douloureux. Et en fait, on va se rendre compte, si on compare, que les procédures sont exactement les mêmes. C'est la même chose au niveau psychologique. C'est-à-dire que comme c'est la même méthode, il y aura les mêmes résultats. C'est ça que je veux dire. C'est la même chose, les résultats psychologiques seront les mêmes que ceux pour les prisonniers de Guantanamo. Voilà. Et moi, quand j'ai compris ça, j'avoue que j'ai pas pu dormir pendant des jours et des jours. Et c'est là que j'ai écrit à tous les syndicats, à toutes les crèches de mon département. J'ai eu bien sûr 0 réponse, tout le monde s'en fout. Et non mais voilà. Donc, là, sur le livre, il y a une petite formule qui t'explique en quoi c'est une formule de psychologie comportementale. C'est-à-dire que les mêmes méthodes donnent les mêmes résultats. Si je te l'applique à toi, Romain, ou au petit enfant qui est là, à mon pote le gros Roger, ou à un prisonnier de Guantanamo, le résultat sera le même. Donc, parle-nous de cette. J'avance parce qu'on a encore des points à voir. Et non, mais c'est fascinant. Hein, c'est fou parce que de comparer des enfants dans des salles de classe, justement, à ce que peuvent vivre des prisonniers de Guantanamo qui sont évidemment dans 2 formes de vie différentes, mais se voient appliquer des mêmes mécanismes. Non, c'est assez horrifique de voir les choses comme ça, enfin de voir ces photos. Hein. Est-ce que tu veux nous parler de cette carte, justement, où on peut essayer de voir, parle-nous du nudge, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on doit interpréter on peut voir, par exemple, sur ce site, on peut se balader et puis voir, voilà. Explique-nous un petit peu ce... Bien sûr. Alors là, c'est un petit morceau de... Ah, voilà, tu es sur la... Super. Donc ça, c'est un site de l'OCDE, et l'OPSI, Observatory of Public Sector Innovation. C'est l'innovation du secteur public. Donc là, tous ces points qu'on a vus, ce sont des unités de psychologie comportementale dont certaines sont intégrées dans les gouvernements. Par exemple, là, on voit le BIT France, ou l'équipe de sciences comportementales qui travaille en collaboration avec le département interministériel de la transformation publique. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ce sont des unités de psychologie comportementale qui vont expliquer au gouvernement comment faire pour modifier le comportement de la population sans qu'ils s'en rendent compte. Sans qu'ils s'en rendent compte, c'est-à-dire avec des techniques qui sont très discrètes. C'est le but, ça s'appelle le nudge ou économie comportementale en français. Ce sont des méthodes pour modifier le comportement des gens. Et qu'on a beaucoup utilisé pendant le Covid. C'est-à-dire qu'une semaine avant le premier confinement, le gouvernement a passé un contrat avec l'entreprise BVA Nudge Unit qui a conseillé le gouvernement sur les meilleures méthodes pour modifier le comportement des gens afin que ceux-ci appliquent, par exemple, les protocoles sanitaires. D'accord ? Donc, si on regarde dans les protocoles sanitaires, qu'est-ce qu'on verra ? Tous dans ton coude, utilise des mouchoirs, ouvre la fenêtre, lave-toi les mains, etc., etc. Ça, à peu près tout le monde a tendance à utiliser un Kleenex jetable pour se moucher de nos jours. Mais à l'intérieur de ces protocoles, on a porte un masque et isole-toi. Donc en fait, pour moi, c'est un cheval de Troie. La technique du cheval de Troie qui est dans le petit guide.
Ah bah très bien, voilà, bien au milieu, planqué bien au milieu dans ton joli cheval de Troie tout bleu pour te rassurer, il y a une arme de torture psychologique de niveau militaire. Et ça, pour moi, ça explique pourquoi, dans l'ensemble des symptômes qu'on a pu observer chez les enfants à l'école, à l'époque, il y avait notamment le symptôme de traumatisme de guerre. Comment c'est possible qu'un enfant à l'école de ton quartier souffre de traumatisme de guerre? On n'est pas dans une zone de guerre, donc c'est, pour moi, impossible. Et ça s'explique parce qu'on a utilisé des méthodes de torture psychologique de niveau militaire. C'est pour ça que ces enfants sont traumatisés. C'est pour ça qu'on a vu une explosion des suicides de 300%, quel te l'explique le CHU de Toulouse, à 600% dans je ne sais plus quel institut de psychologie, de psychiatrie pour enfants. On a des augmentations de taux de suicide hallucinantes, d'automutilation chez les enfants, les adolescents. Pourquoi? Parce qu'on les a détruits psychologiquement. Dans quel but? Dans le but qu'ils se conforment, que leur comportement soit conforme à ce qu'on leur propose, c'est-à-dire, à un moment, va te faire piquer. C'est ça qu'on a fait. Et ces méthodes, on pense que le Covid c'est fini, mais ces méthodes sont les mêmes qui vont être utilisées pour modifier ton comportement, par exemple, contre le réchauffement climatique, ou pour accepter les cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle à l'école. Par exemple, Evars, rien que le titre, c'est un cheval de Troie qui utilise la technique du triple acquiescement. Hein. Par exemple, nous, on a une relation pas affective parce qu'on n'est pas copains, mais on fait du relationnel. Là, on parle pendant cette émission. Est-ce qu'après, on baise? Non. Pourquoi? Ça n'a rien à voir. Tu as des relations affectives, par exemple, avec ma maman, avec mon pote le gros Roger, etc. Est-ce que je couche avec? Non. Parce que les relations sexuelles et les relations amicales, ça n'a rien à voir. Et pour preuve, tu peux aller dans une boîte échangiste dans les backrooms, il n'y a pas de relation affective. D'accord? Ça n'a rien à voir. Et on va t'enchaîner ça dans un triple acquiescement, dans un cheval de Troie, pour que tu l'acceptes. Les techniques sont les mêmes, puisque ce sont les mêmes méthodes, ce sont les mêmes personnes qui utilisent du nudge, par exemple, et d'autres techniques qui sont développées dans ce guide de survie. Et c'est pour ça que c'est vraiment un guide de survie. Ouais, d'ailleurs, retrouvez-le. On peut l'acheter sur ton site internet. Hein, j'ai vu directement. Pour l'instant, c'est disponible uniquement sur le site internet parce que ce sont des petits tirages, donc sur letrèspetitguide.fr. Mais j'espère qu'on pourra mettre le lien en dessous. C'est disponible. Le lien dans la description. Ouais. Voilà, en livre physique ou en PDF pour moins de 2 euros. Et là, ce que tu me disais, c'est intéressant parce que beaucoup de parents sont inquiétés par l'éducation sexuelle à l'école. Et du coup, toi, tu préférerais une éducation relationnelle, où on apprendrait la communication, la relation à l'autre, comment faire évoluer une amitié, etc., plutôt que juste apprendre de la sexualité pure. C'était ça que tu me disais? Non, pas du tout. Non, moi non, mais là, j'explique comment ça fonctionne, les méthodes de manipulation psychologique. J'ai entendu, il y a des personnes qui aimeraient qu'il y ait ça à l'école, d'autres qui aimeraient pas qu'il y ait ça à l'école parce que pour eux, c'est aux parents de s'en occuper. Et même j'ai entendu une psychologue là sur un podcast qui disait non, moi je suis contre l'éducation tout court à l'école. Moi je suis pour l'enseignement, je suis contre l'éducation. Pour elle, c'est à la famille, à l'entourage de faire l'éducation et l'école de faire l'enseignement. Donc là, juste je vais pas partir là-dessus parce que c'est un piège. C'est un piège. Et si tu commences à mettre l'éducation affective, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, comme on parlait d'ingénierie sociale, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais après, à qui tu confies ça? À ton gouvernement français, Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Je suis pas sûr. C'est très intéressant de ce point de vue-là. Je comprends mieux. Donc en gros, c'est ne pas s'intéresser forcément à quelle éducation on veut, mais comprendre que l'éducation est un outil d'ingénierie sociale. C'est un petit peu plus proche. Voilà. Alors là, je suis beaucoup plus d'accord avec ce que tu dis. L'éducation peut être une forme d'ingénierie sociale. Qu'est-ce qu'on met dedans? Qui et surtout qui la contrôle? Dans une république, la république n'est pas un système démocratique. C'est très bien expliqué par de nombreux historiens, notamment Francis Dupuy-Déry, notamment Henri Guillemin, notamment plein d'autres gens. La république, c'est pas la démocratie. C'est pour ça qu'il y a deux mots différents. Hein. Donc, moi, dans un système démocratique, je pourrais dire, tiens, je veux ci, je veux ça à l'école. Toi, tu pourrais dire, ne pas être d'accord, dire l'inverse. On en débattrait et on arriverait à des conclusions et des décisions. Là, ce n'est pas le cas. Le gouvernement, les gens qui composent ce gouvernement ont des intérêts, des objectifs qui ne sont pas forcément ni les tiens ni les miens, ni ceux qui sont bons pour nos enfants.
Pour moi, c'est ça le gros du problème. C'est vraiment passionnant. Alors, je vais me permettre d'accélérer un petit peu parce qu'en fait, je voulais qu'on fasse 30 minutes d'entretien, mais c'est vraiment passionnant. On pourra en parler longtemps. Et je pense que si tu es d'accord, on te recevra pour faire une deuxième partie, une troisième partie. Avec plaisir. Parce que je pense que ce sujet-là, on peut en parler des heures. Mais justement, j'aimerais aller sur. Tu parles beaucoup justement de ces institutions. J'aimerais qu'on essaie de donner un petit peu des clés de compréhension de comment on pourrait avoir un monde plus positif demain. Là, on vient beaucoup de dénoncer. Et justement, tu parlais beaucoup. Non, c'est normal, il faut, et ça nous a permis de prendre un autre angle. Mais justement, tu parles de comment les institutions publiques peuvent façonner l'être humain à l'image de ce que veut le gouvernement. Aujourd'hui, donc ça veut dire que peu importe finalement, là on attend beaucoup, la population attend aujourd'hui un sauveur, un poéticien qui va rassembler tout le monde, qui sera parfait, parce que les gens ne se considèrent pas parfaits. Alors ça, on pourrait faire une émission psychologique là-dessus. Il y a beaucoup de gens, je vois, qui n'agissent pas parce qu'ils ont ce biais, ils veulent agir quand tout est tout rose et que voilà, ça ne marche pas. Aujourd'hui, quel regard tu portes, toi, là-dessus? On en parlait un petit peu hors micro. On parlait du fait qu'on n'apprend pas à faire des projets collectifs. Moi, je te disais, quand j'étais à l'école, ça me dégoûtait de faire que des projets individuels, de jamais faire de projets collectifs. Et finalement, ça façonne ça aussi. Ça fait aussi de l'ingénierie sociale, de créer des gens qui ne seront pas adultes, faire des projets associatifs, faire des trucs comme ça. Souvent, ça part même, quand je le vois, ça part d'entrepreneurs associatifs, privés, qui vont à une personne qui va démarrer le projet, et ensuite les gens vont suivre. Mais c'est rare d'avoir un projet collectif où les gens se disent « Tiens, allez, je vais aller avec mon voisin ». Quel regard tu portes sur tout ça et quelle chose quelle petite porte de sortie tu vois pour plus tard, pour les citoyens? Alors, déjà, le système éducatif fait que nous sommes entraînés au niveau comportemental. On a parlé un tout petit peu de psychologie comportementale. Pendant des années, ton comportement est façonné par comment ça marche l'école. Donc, tu rentres, toi, Romain, avec ton copain, le petit Roger, en classe. On vous met, tac, 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 tous séparés, 30 par classe, avec un seul professeur. Bien sûr, ce professeur n'est pas magique. Il ne peut pas gérer 30 élèves si la discipline n'est pas carrée. Donc, tu vas être en place de récepteur. Tu te tais, tu écoutes et tu écris ce qu'on te dit. Et tu ne seras pas en position d'être un émetteur, juste parce que le prof est tout seul. S'il y avait 3-4 fois plus de profs, on pourrait faire des projets beaucoup plus de groupes, etc. Maintenant, il y a un problème de maths. Tu n'y arrives pas, tu comprends pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes sur la copie de ton voisin. Ah, tu triches. Mal. Alors qu'en fait, dans la réalité, hors de l'école, quand toi, Romain, tu as un problème à Nexus parce qu'il y a un gros projet, il y a un gros sujet, tu demandes à ton copain d'à côté, à ton collègue, il va te donner son avis, vous allez débattre et vous allez brancher vos cerveaux ensemble, parce que je rappelle que l'être humain, on croit qu'on est très intelligent des fois, mais en fait, on a un tout petit cerveau. Hein, les baleines ont des cerveaux plus gros que nous, et dans ce petit cerveau, il y a l'équivalent d'une d'une petite pomme qui te sert à réfléchir. C'est le cortex frontal. Tout le reste, c'est pour deux choses. Et donc, nous, les humains, depuis la nuit des temps, on a besoin de brancher nos cerveaux ensemble pour arriver à trouver des solutions à des problèmes qui sont très compliqués. D'accord? Et c'est comme ça qu'on a survécu depuis des milliers ou des millions d'années, j'en sais rien. Donc, l'éducation nationale va t'empêcher d'apprendre à t'auto-organiser, d'une part, et on va définir ce que toi, tu dois connaître comme connaissance, mais surtout comment tu vas réfléchir, comment tu vas t'organiser. Et ça, c'est un entraînement de tous les jours. Et je dis pas ça pour cracher sur l'éducation nationale ou sur les profs, pas du tout. Hein. Moi, la grande majorité des professeurs que j'ai rencontrés sont des gens bien intentionnés, qui bossent dur, qui se tapent des semaines de 40, 50, voire plus d'heures. Bon, voilà, et qui sont là vraiment, qui font le mieux pour nos enfants. Mais ils sont dans un cadre qui va formater les enfants dans un certain format, le format de la classe. Hein. Ça, c'est une chose. Mais on pourrait, comme tu dis, en discuter pendant des heures et des heures. Alors, comment faire la réunion pour se réunir? La plupart des gens ne savent même pas comment fonctionne une réunion entre personnes. On pense qu'une réunion, c'est un truc qui va durer des heures et que ça servira à rien. Pourquoi? Parce que souvent, c'est mal structuré. Une réunion, il y a besoin de 3 phases. 1, la phase d'information. On informe tous les gens du contenu de la réunion. Sur quoi est-ce qu'on va réfléchir? Mais au moins, on essaie d'en parler la veille, parce que si c'est sur le tas, on n'aura pas le temps d'assembler des éléments. Deuxièmement, la phase de délibération. Toi, moi, ainsi que les autres personnes de la réunion,
on va en discuter. Il n'y a pas de décision, hein. Juste, moi je suis pour, moi je suis contre, moi je pense qu'on devrait faire comme si, non, moi je préfère le bleu, moi le rouge, moi le vert. Ok. Et troisièmement, la phase de décision. Et là, on se prend chacun par la main et on décide ensemble, avec une méthode que nous avons choisie ensemble, le vote, la majorité ou pas, relative ou complète. Ça, c'est le choix du groupe. Et suite à ces décisions, on se met en action. S'il n'y a pas ces trois phases, on ne va pas y arriver. Donc, c'est simple. Si tu prends une dizaine de personnes, tu les réunis dans une pièce avec une information, un thème. Ils ont le temps de chercher dans des livres, sur Internet, dans leur tête aussi, comme on a fait par exemple pour les conventions citoyennes. Ensuite, il y a débat, ça peut durer 1 heure, mais des fois ça peut durer des jours. Hein. Ça dépend. Et des fois, ça va très vite. Et enfin, suite au débat, on va s'apercevoir que les décisions, l'angle de décision va être rétréci et il y aura quelques possibilités. Il faudra choisir et penser aux conséquences de nos choix, bien sûr. Avec ces trois phases, tu vas réussir à avoir une réunion qui fonctionne avec des décisions qui vraiment qui marchent quoi dans la réalité. Mais ça, on ne sait plus le faire parce qu'on nous le désapprend. Voilà. Donc réunissez-vous, Merci. réunissez-vous. Mais c'est déjà beaucoup, hein. Moi, c'est ce que je redis souvent. Je constate que juste de recréer des petits espaces, genre des QG de personnes qui vivent les mêmes choses politiquement, déjà, c'est extrêmement fort pour partager des choses, être en lien physique, comme tu parlais du relationnel tout à l'heure. C'est extrêmement important. Ça va pas sauver le monde demain, mais c'est important pour l'être humain et pour des gens productifs de tenir moralement. C'est un des outils du très petit guide de survie de l'humanité. Oui, tout à fait. La boucle est bouclée. La boucle est Merci bouclée. beaucoup, Romain. C'est un plaisir. Merci Yann d'avoir pris le temps. Et puis Avec plaisir. vraiment, j'espère te recevoir plus tard parce que tu as juste ouvert une porte et on compte bien l'enfoncer. Donc, Allons-y. Quand tu veux. avec grand plaisir. Yann, on vous rappelle, hein, donc, retrouvez ce livre sur son site internet dans la description, le très petit guide de survie à la guerre psychologique. Ça se lit très bien et voilà. Ça fait 100 pages, ça coûte 6,99 € et c'est commandable sur le site. Voilà. Yann Charrier, à bientôt. Merci. Merci beaucoup, Romain. À bientôt.